Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG. On va commencer par le match de Barcola dimanche soir dans le Classico qu'on n'a pas pu faire faute de temps dans la vidéo d'hier et ça me paraît important d'y revenir. Ensuite, on reviendra un peu sur le mercato. Quelques infos sont sorties ces derniers jours et elles dessinent un peu les contours de ce qui devrait être les priorités cet hiver, voire l'été prochain en matière d'opportunités de marché. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons par parler un peu de Bradley Barcola, qui, je trouve, passe un peu au travers des mailles du filet, parce qu'Ousmane Dembélé prend toutes les critiques, évidemment, sur la finition et cette ligne d'attaque. C'est logique aussi d'un côté, hein. L'un a 27 ans, l'autre est beaucoup plus jeune avec une marge de progression. Normal, Dembélé loupe aussi des occasions qui sont clairement absolument immanquables quand Barcola, cette saison, stats un peu plus. Mais je trouve que, notamment sur le match contre le PSV, voilà, Barcola a des occasions où, techniquement, la finition est très mal exécutée. Et contre Marseille, pareil, notamment sur son mauvais pied qu'il pourrait travailler par exemple à l'entraînement. Pour revenir sur son match contre Marseille, alors dans le débrief à chaud, j'avais été un peu dur avec lui parce que c'est vrai que je pensais qu'il allait vivre un match relativement facile, voilà, avec un vis-à-vis face auquel il avait vraiment des armes. Et au final, il a assez peu passé. Il a assez peu réussi ses tentatives de dribble. Donc les solutions individuelles, ça a vraiment pas été ça. Je dois nuancer en disant que quand il prend la solution collective, il est bon. Normalement, il sort avec une passe D, bien sûr, sur cette passe pour Dembélé en deuxième mi-temps. Et à plusieurs reprises, voilà, il lance aussi Nuno sur le but de João Neves. Donc, c'est vrai que collectivement, il s'est plutôt bien illustré. Si on avait du positif à sortir, évidemment, son match n'est pas tout noir. Maintenant, Barcola, je me suis toujours interrogé sur sa capacité à mettre de la variété dans son jeu, notamment dans ses dribbles, voilà, ses tentatives dans les 1 contre 1, parce que je trouve que ses contenus sont très influencés par ses caractéristiques physiques. Donc il est très grand, je crois qu'il fait 1m86-87. Il a des grandes jambes aussi, donc ça, sa morphologie, c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'il a une allure un petit peu longiligne, et en fait, l'année dernière, alors déjà l'année dernière, il avait sûrement plus de 1 contre 1 que cette année, dans le sens où Mbappé était sur le terrain, donc attirait aussi beaucoup l'attention des défenseurs. Là, bon, Barcola a changé de dimension, Mbappé de club, donc il y a beaucoup plus de prises à deux. Déjà, ça, bon, c'est assez classique, mais c'est une difficulté qui s'ajoute à lui. Mais voilà, il reposait beaucoup sur le fait qu'il poussait le ballon. Et ensuite, sa grande qualité, c'est ses appuis, déjà très solides, sa capacité à passer son épaule devant son vis-à-vis, ce qui le met hors jeu très rapidement sur la course, bien évidemment. Et ensuite, donc, pour Barcola, prendre la profondeur, se retrouver dans la surface. Or, quand il faut faire autre chose, comme des courses diagonales, aller dans la densité avec, voire sans ballon, avec une fréquence d'appui, par exemple, qui serait plus resserrée, voilà, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et au final, ça donne des matchs qui sont, si on veut caricaturer, vraiment soit très mauvais, soit très bon, où il est vraiment dans un espèce d'état de grâce, où il est vraiment au fond du seau visuellement. Après, on note sa grande résilience, et puis bien sûr un joueur qui au quotidien doit énormément travailler. Il faut pas aussi oublier qu'il a qu'une seule saison réellement complète en pro,
avec celle donc de l'année dernière, même à Lyon la saison d'avant. On a misé sur un joueur là qui avait même pas une saison complète. En plus, le fait que il ait changé de dimension cet été, très clairement, enfin ça se ressent encore plus quand il est en équipe de France. Les stats sur les maillots vendus lors de la dernière trêve, à Clairefontaine, voilà, c'est toujours lui dont les enfants veulent les autographes et tout ça. Donc c'est vrai que tout ça reste à gérer. Mais sur le début de saison, je dois avouer que je reste quand même sur ma faim avec Barcola. Et encore dimanche. Après, ce qui est bien, c'est que le PSG fait une grosse prestation sans avoir un grand Barcola. Alors que d'habitude, Barcola est un bon baromètre de ce qu'est la prestation collective du PSG. En général, quand il est bon, l'équipe suit, ou plutôt lui, du coup, suit l'équipe. Et quand il est mauvais, bon, c'est que l'équipe, voilà, n'a pas su le tirer vers le haut et lui, inverse, prendre le leadership. Zahir Emery, j'aimerais aussi revenir sur sa semaine, parce que contre le PSV, il fait une très bonne entame, contre l'OM, pareil, et 2 bons matchs au global. Donc ça, c'est cool, parce que il y a 10 jours, dans les vidéos avant le match contre Strasbourg et tout ça, je disais... Attention, il avait joué 0 minutes sur la trêve avec l'équipe de France, je crois, où il était juste entré en fin de match contre Israël. Et je disais, pour la trêve de novembre, il va falloir cravacher concernant sa place. Elle n'est pas ou plus assurée, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont revenir, qui vont prétendre à une place. Alors on pouvait penser à Adrien Rabiot, mais justement, il y a eu une confrontation directe dimanche soir, et clairement, Zahir Emery a pris l'ascendant, même sur des domaines où on ne l'attendait pas forcément. Rabiot fait quand même 1m91, est connu pour être voilà ce milieu assez athlétique, et au final, Warren au duel a imposé toute sa puissance. Donc c'est vrai que c'est une très belle semaine. Il a probablement, enfin, faut qu'il continue. Mais voilà, sur cette question de l'équipe de France, je retire ce que je disais il y a 10 jours, il me fait mentir. Peut-être que c'est l'obtention de son bac depuis qui fait qu'il est libéré, mais vraiment, il faut retrouver l'instinct et la justesse dans le dernier tiers. Et on aura retrouvé le Warren de la première partie de saison de l'année dernière, qui, on le rappelle, avait été exceptionnel. Homme du match sur certains matchs de Ligue des Champions, c'est pas rien. Contre Milan, contre Newcastle aussi, quand on perd 4-1 là-bas. C'est lui ou Lucas Hernandez qui marque le but? Enfin, je crois qu'il y en a un qui fait la passe décisive pour l'autre. Je sais plus. Et puis, bien sûr, contre Dortmund, sa deuxième mi-temps absolument fantastique, au-delà du but. Voilà. Parlons de quelqu'un qui a, lui, par contre, énormément perdu cette semaine, qui est au fond du seau et dont on commence à parler concernant un départ, c'est Kolo Muani. C'est Kolo Muani parce que cette semaine, alors il était forfait contre Strasbourg pour une entorse à la cheville. Avant la trêve contre Nice, rappelez-vous, il sort à la mi-temps pour Lee Kang-in. Et là, cette semaine, on a eu successivement Lee Kang-in, Dembélé et Asensio qui ont joué faux numéro 9, donc à ce poste. Et lui qui a joué 9 minutes contre le PSV Eindhoven en ailier gauche et 0 contre l'OM. Donc c'est très très compliqué. Aujourd'hui, on a eu une info du journal de l'équipe. Alors le journal de l'équipe qui parle beaucoup de ce dossier parce que pendant la trêve internationale, il disait que les positions dans l'entourage de Kolo Muani avaient un petit peu évolué, qu'on était un peu plus ouvert à un départ, qu'on commençait à accepter l'idée. Et là, du coup, c'est du côté du PSG qu'on indique pour la première fois qu'on est ouvert à un départ cet hiver. Alors, ça parle d'un prix, 40, 50 millions d'euros. Ça liste des clubs. Bon, ça me paraît quand même compliqué. Dortmund, qui s'intéressait à lui avant l'Euro. La Juve, dont je vois pas, je les vois pas nous l'acheter, quoi. Qui sont aussi intéressés par Skriniar. La Gazzetta est à fond là-dessus. Ce serait bien qu'une autre source confirme, parce que la Gazzetta, ça fait 2 fois qu'ils nous sortent qu'ils veulent se faire prêter Skriniar avec prise en charge du salaire. Et c'est pas confirmé par d'autres sources. Arsenal, bien sûr, et Manchester United, qui sont sur tout le monde, qui changent d'entraîneur, là, avec Ruben Amorim, qui quitte le Sporting en pleine saison pour aller à Manchester United, un choix un petit peu bizarre. C'est le beau-frère de Antero Henrique, lui. D'ailleurs, il était cité parmi les prétendants avant qu'on prenne Galtier en 2022 à Amorim. Voilà. Et Manchester qui a aussi pas mal investi sur ce poste de numéro 9 ces dernières années. Enfin, ils pistaient Kolo Muani avant de prendre Ojloun l'été dernier 2023 pour 85 patates, je crois, avec les bonus. Et puis cet été, ils ont levé l'option d'achat de Zirkzee, je crois, à 42 ou 43 millions d'euros. Et d'ailleurs, j'ai vu passer que Zirkzee pourrait être candidat à un départ dès cet hiver, 4 mois après, même en prêt,
Alors, bien sûr, le fait qu'il change d'entraîneur, bah, ça enlève de la crédibilité à cette info qui est sortie avant le changement. Mais typiquement, c'est un joueur que je prends après, en fait, cet hiver, Zirkzee, pour le poste de faux neuf. Enfin, franchement, c'est une piste très, très séduisante. Bref. Donc, concernant Kolo Muani, alors, il y a des choses que je comprends pas trop. D'abord, chez Luis Enrique, la première partie de saison dernière, enfin, il le faisait beaucoup jouer. Hein. Kolo Muani est titulaire sur tous les matchs de phase de poule de Ligue des Champions. Du jour au lendemain, voilà, c'est vrai qu'on peut se questionner un petit peu sur cette mise au placard, voilà. Tout comme on peut s'interroger sur Gonzalo Ramos. Hein. Parfois, c'est vrai que on a l'impression qu'il y a une espèce d'acharnement sur certains joueurs. Et puis surtout contre le PSV Eindhoven, tu le fais rentrer en lui disant tu te mets sur l'aile gauche, tu prends les ballons bas et tu fais les différences. Et franchement, c'est l'envoyer au casse-pipe. Quand tu as ce genre de joueur qui est en manque de confiance, tu le mets numéro 9, tu lui dis écoute, tu fixes les centraux, dans la surface, t'apportes de la présence, peut-être que sur un malentendu, ça peut passer, tu vas avoir un ballon, et peut-être marquer pour te remettre en confiance. Et l'année dernière, Kolo Muani en plus met beaucoup de buts de raccro, des tapines, mais qui sont des buts quand même, hein, dans ces situations-là. Donc j'ai vraiment pas du tout compris cette entrée contre le PSV. Et puis alors, dimanche, bah c'était le Graal, hein, c'était le Graal. Dans un contexte aussi favorable que ce Classico, dans lequel tu menais 3-0, ne pas le faire rentrer, c'est quand même un choix très très fort, qui m'a convaincu qu'en fait, si cet hiver, il y a la possibilité de le vendre, je pense qu'il faut stopper l'hémorragie. C'est pas compatible, ça va droit dans le mur. Et donc, il va falloir trouver une solution. Chez le club, pareil, il y a 2-3 trucs que je comprends pas parce que tout l'été, on faisait filtrer que, oh là là, on fait confiance à Kolo Muani, il va être au poste de numéro 9 avec Gonzalo Ramos, machin. Ok. Au final, c'est Gonzalo qui est titulaire pour le premier match de la saison contre le Havre, mais qui se pète très rapidement. Donc, on a hâte de le revoir, Gonzalo Ramos, même si je n'ai pas forcément une confiance plus supérieure en lui qu'en Kolo Muani. Mais voilà, cet été, on fermait la porte pour Kolo Muani. Alors qu'on aurait pu forcer le départ. Là, bon, on se manifeste 2 mois après la clôture du mercato, alors que tous ces problèmes-là, on les avait vus constater en deuxième partie de saison dernière. Voilà, je comprends pas trop, même si de l'autre côté, il faut noter que son bon euro, Kolo Muani, n'a pas attiré les foules concernant les offres, hein, parce qu'on n'en a eu aucune. Ça n'a pas du tout parlé d'un départ, aucun club était intéressé par lui, à la différence d'un Fabian, par exemple, il y avait des rumeurs de départ. Voilà. Au final, on a décidé de ne pas capitaliser sur son euro. Une bien belle erreur. Mais, Kolo Muani, ça n'a pas été le cas. Les clubs, voilà, visiblement, n'ont pas été sont pas très séduits par ses performances en équipe de France. On pourrait dire que c'est un avantage, mais c'est vrai que du coup sur l'euro, on n'a pas réussi, on n'a pas reçu d'offre après. Voilà. Le joueur, bien sûr, lui, voilà, il est au fond du seau, il manque cruellement de confiance, de qualité technique surtout aussi. Je le trouve pas taillé pour la pression des grands clubs. C'est marrant, hein, parce que d'un côté, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne rechigne pas, qui travaille beaucoup et qui est très gentil. Honnêtement, hein, ça doit être quelqu'un de très gentil, super. Mais de l'autre, il y a des expressions faciales qui, je sais pas, qui me donnent un sentiment mitigé de quelqu'un qui ne ferait peut-être pas tout, qui serait un petit peu résigné par sa situation. Voilà, il est assez peu souriant, visage quand même très fermé. On va voir. Le point positif là-dedans, c'est que tu l'as acheté 90 patates. Là, il doit te rester plus de 60 millions à amortir. Donc, minimum, si tu veux t'y retrouver dans tes frais, c'est ce montant qu'il faut faire rentrer. Autant vous dire que ça n'arrivera jamais. Moi, je veux bien qu'on nous sorte United qui ont acheté Ugarte cet été. Il y a eu comme quoi une offre 70 millions, enfin, qui serait prêt à proposer 70 millions. Je n'y crois absolument pas. Le point positif, c'est que je pense que le club s'est fait une raison sur le fait de s'y retrouver financièrement. Je pense que là, on est tous d'accord pour dire qu'on va perdre de l'argent et du coup, le club va être plus enclin à faire des concessions, comme accepter de le prêter 6 mois dans un premier temps, voilà, ou prendre en charge une partie du salaire, ou un montant au rabais dès cet hiver. Je sais pas, voilà, ce sont des pistes. Alors,
la question d'un départ de Colomani, pour moi, voilà, elle est traitée. Hein. Enfin, s'il y a une opportunité, il faut absolument. Après, ça dépend aussi du joueur. Hein. Il faut trouver le bon club qui acceptera et de nous proposer une formule qui nous convienne et un projet à Colomani qui me semble aussi. Je pense que c'est le genre de joueur qui est compliqué à faire partir en matière de choix. Bon, typiquement, tout ce qui est Arabie Saoudite, machin, je pense que t'abandonnes. Et même, je pense que voilà, il privilégiera peut-être des clubs de première ligue, voilà, des clubs très haut placés en Bundesliga, plutôt que voilà un club un petit peu milieu de tableau. Je pense qu'il sera assez intransigeant sur le choix de la future destination. Donc tout ça fait que ça me paraît quand même très très compliqué. Et puis surtout, derrière on fait quoi? Derrière on fait quoi? Comme je l'ai dit, j'ai pas plus confiance en Ramos qu'en Colomani. Je suis désolé les gars, c'est un ressenti, enfin et puis même une analyse tirée de ce que j'ai vu de Gonzalo Ramos. Faut vraiment pas le voir comme un sauveur. Voilà, je suis persuadé que en tant que numéro 9, on est sur quelqu'un voilà qui sur ses qualités fortes n'est pas vraiment invité au plus haut niveau. Voilà. Moi, ce qui me gêne le plus chez lui, c'est à la finition. À la finition, le fait qu'il soit pas létal. À chaque fois, il y a beaucoup de touches de balles avant de tirer, donc beaucoup d'appui. Voilà, une utilisation du haut du corps qui est pas très optimale. Ça fait un peu peur. Mais du coup, il faut se décider sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on part vraiment sur un faux numéro 9, sachant que Guardiola a gagné la Ligue des Champions quand il a pris un numéro 9 comme Haaland pour son équipe. Hein, voilà, quelqu'un qui va à l'encontre de ses principes, mais Guardiola fait l'effort. Et derrière, voilà, ça marche. Bon, peut-être aussi parce que derrière, il a des joueurs de classe mondiale. Bon, moi, personnellement, je pense que les critères, ça doit être un joueur très bon techniquement. Parce que, bon, quand même, il faut quelqu'un qui se met dans les circuits de passe. Et à la finition. Et vraiment, la finition, c'est pour moi primordial pour ce poste de numéro 9, parce que ça viendrait nous aider. Hein. C'est un problème qu'on retrouve aussi chez nos ailiers, chez nos milieux de terrain aussi. Hein. Fabian Ruiz qui loupe énormément d'actions quand il se projette. Donc avoir un numéro 9, ce serait comme un numéro 9 surtout qui a une finition létale. Voilà, comme je le disais, sans touche superflue. Voilà, un mec qui fracasse la cage, qui fait des bons appels, qui me semble solide sur les appuis, dans les airs aussi. En gros, alors, il y a eu une autre info aujourd'hui qui concerne Gyökeres, la sensation du Sporting, le Suédois de 26 ans, je crois, ce qui commence à faire un petit peu vieux. C'est comme Zegrova, hein, ce genre de joueurs qui sont encore dans des clubs intermédiaires à cet âge-là, ça pose des questions, en fait, sur leur qualité. Est-ce que ce sont des gars qui sont invités au plus haut niveau? Ben, en fait, je suis assez dubitatif. Beaucoup plus sur Zegrova que sur Gyökeres. Enfin, je sais pas ce que Zegrova vient faire là. Mais Gyökeres, j'ai quand même quelques doutes. Hein. Alors l'info, c'est il a une clause à 100 millions, mais visiblement, il y a un accord. Le Sporting le laisse partir l'été prochain s'il y a une offre entre 60 et 70 millions. Ce qui est plutôt raisonnable pour quelqu'un qui empile les buts quand même. Mais il empile les buts dans le championnat portugais et je suis perplexe sur sa capacité à calquer ce qu'il fait actuellement face aux défenses compactes qu'on affronte et surtout au plus haut niveau en fait. Voilà. Cet été, il n'est pas parti dans un grand club. On va voir. Alors là, visiblement, il y a plein de clubs de première ligue qui sont intéressés pour l'été prochain, notamment Manchester City alors qu'ils ont déjà Erling Haaland. Bon, j'ai pas trop compris. Mais on va voir où est-ce qu'il finira. Et je suis pas sûr que le top gratin européen aille sur lui. Parce que alors, bien sûr, c'est un formidable attaquant, voilà, qui empile les buts, qui a d'excellentes statistiques, mais je trouve sa palette de finition pas assez diversifiée. Dans ses gestes finaux, pareil, je trouve qu'il est un petit peu brouillon par moment. Du coup, ça ne ressort pas dans le championnat portugais, mais quand le niveau tactique s'élève, l'intensité et tout ça, j'ai du mal à me projeter en fait. J'ai du mal à me projeter. Souvent, voilà, il fait un peu la touche de trop dans son rapport avec les défenseurs. C'est vrai qu'il y a des choses qui me font un peu tilter, voilà, qui me font un petit peu tilter, notamment sur l'utilisation du haut de son corps dans les duels pour mettre les défenseurs. Je trouve qu'il est plutôt facile à mettre hors de portée au plus haut niveau Gyökeres. Donc bon, après c'est que mon avis, hein, c'est que mon avis, mais
Je le vois plus comme comme un plan B, quoi. Alors, comme ces derniers temps, tous nos plans A, on échoue et au final, on part sur les B, peut-être qu'on finira avec lui. Voilà. Après, de l'autre côté, quand je vois que cet été, on est passé d'Ugarte à Johan Neves, bon, que aussi avec Colo, ça sert à rien de forcer, et qu'il peut financer un achat qui serait le bienvenu dans ce secteur de l'attaque qui, pour moi, est la priorité. Enfin, si on veut avoir des ambitions en Ligue des Champions, enfin, on a une ligne défensive qui ne bouge pas, on a un milieu de terrain qui au moins a un bagage technique. Par contre, voilà, si on veut aller loin, c'est évidemment sur la finition qu'on doit progresser. Et en recrutant quelqu'un voilà, qui serait meilleur, parce qu'en plus, même là-dessus, Colomani n'est pas très bon. Dans les statistiques de grosses occasions manquées, il fait vraiment partie des pires joueurs du championnat. Donc, et ça, c'est pas le système Luis Enrique. Ça, c'est lui. Alors, peut-être c'est la confiance, mais aussi l'exécution technique à la finition. Je sais très bien que Colomani voilà, n'est pas un grand finisseur. Donc voilà, si ça peut permettre de financer un achat qui, pour moi, est primordial, ce serait plutôt pas mal. Plutôt priorité à un ailier qui peut repiquer et qui a une bonne finition et qui est capable de jouer des deux pieds. Passons au poste de latéral droit où Hakimi est exceptionnel et en plus prend un rôle de leader qu'on ne lui soupçonnait pas les dernières saisons. Rappelez-vous, quand les contextes étaient défavorables, c'est vrai que c'était le genre de joueur qui allait s'exciter, qui allait faire preuve de nervosité, prendre des cartons rouges, faire un peu n'importe quoi. Là, il est beaucoup plus exemplaire, je trouve. Contre le PSV, il a toujours refusé la défaite et ensuite le match nul. C'est même lui qui égalise. Contre l'OM, pareil, voilà, il est là, il est dans les discussions sur le carton rouge, il est vice-capitaine depuis le début de saison, et pour moi, voilà, c'est très important d'avoir quelqu'un qui parle beaucoup comme Achraf. Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que l'année dernière, le petit discours, c'était ah là là, il va suivre Kylian Mbappé au Real, et au final, aujourd'hui, il va prolonger normalement. Il te dit que il est au meilleur moment de sa carrière au PSG, qu'il a envie de remporter une Ligue des Champions avec nous. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Ça fait vraiment très très plaisir. Mais, ceci dit, il y a des pistes qui sortent sur ce côté. Alors, cet été, Luis Enrique a refusé un latéral droit d'un grand club pour suppléer Hakimi. C'était l'info l'équipe. Évidemment, ça doit être Cancelo. Là, on a eu une info fichagesse. Alors, c'est un truc espagnol pas du tout fiable, mais ça a été repris par Foot Mercato, ça a un petit peu tourné. Comme quoi, on discutera avec Trent Alexander-Arnold, qui est en fin de contrat en juin prochain, qui a 26 ans. Je le voyais un peu plus vieux. Tout ça pour dire, au-delà de l'information, bien sûr, à laquelle je crois pas, Hakimi, même s'il est incroyable et aussi physiquement très fiable, je refuse aucune concurrence dans cette équipe. Même si je pense que dans l'ordre des priorités, Nuno Mendes doit être doublé et concurrencé avant Hakimi, je ne refuserai pas une opportunité de marché comme Trent Alexander-Arnold pour venir concurrencer Hakimi. Surtout que voilà, tu peux mettre un des deux au milieu de terrain, tu vois, les deux peuvent jouer ensemble sur le terrain. Ce rôle est tellement particulier, mais c'est vrai que sur ce poste de latéral droit, avoir un joueur proche d'Hakimi, parce que là, les remplaçants Yoram Zagué et puis Warren, c'est quand même très compliqué. Si Hakimi se pète, on est quand même pas très très bien, et ce serait une grande partie de l'équilibre collectif qui tomberait. Alors, il y a un autre joueur qui est un peu cité, alors dans les médias en tant que remplaçant latéral droit parce qu'il est piston dans le système du Sporting, mais il a été formé en tant qu'ailier. C'est Giovanni Kenda, petit de 17 ans, qu'on pistait cet été visiblement. Voilà. Alors, il avait une clause à 45 millions, mais depuis, il a prolongé, il a une clause à 100. Et il a rejoint l'agence de communication de Jorge Mendes. Donc, pas l'agence de gestion de carrière, en fait. L'agence de communication, parce que du coup, ça a tourné sur les réseaux pendant la trêve internationale, que voilà, comme il rejoint Jorge Mendes, ça y est, il est promu au PSG. Non, déjà, il ne rejoint pas l'agence de Jorge Mendes, mais l'agence de com. Et avec les euros, on a vu que ça ne fait pas tout d'aller chez le super agent portugais. Voilà. Bon, malgré ça, bien sûr, ça paraît assez évident que Luis Campos le regarde, va le proposer à un moment ou un autre à Luis Enrique, et puis on verra ce que le club fera. Mais je pense qu'il faut absolument y aller. Ce petit est vraiment très excitant. Il a fait une grosse prestation contre le PSV, c'était sur la journée où on perd contre Arsenal. Donc début octobre, il est bon des deux pieds, il est dribbleur, explosif, très rapide. J'aime beaucoup aussi son jeu de passe. Il est capable de lancer dans la profondeur avec une lecture du jeu assez déconcertante. Donc c'est vrai que pour concurrencer, suppléer Dembélé,
c'est vraiment un jeune joueur sur lequel j'irai, un prospect. Parce que j'en viens à une des nombreuses déclarations intéressantes de Luis Enrique la saison dernière. Pareil, un qui a fait une bonne semaine la semaine dernière, c'est Luis Enrique en conférence de presse. Il a pas mal parlé, il a dit des choses intéressantes. Sur le mercato, par exemple, il a dit avant le match contre le PSV qu'il y a des joueurs qu'on ne peut pas acheter parce qu'ils coûtent trop cher ou que leur club n'est pas vendeur en fait. Il rappelle cette réalité qui pour moi doit être prise en compte quand on fait une analyse en fait du projet aujourd'hui. Parce que voilà, cet été Kvaratskhelia, bon, Naples ne voulait absolument pas. Voilà. Rodrigo, par exemple, l'été prochain qui pourra se retrouver sur le marché, peut-être que le joueur ne voudra pas. Et il y a cette réalité qu'il faut prendre en compte. Le fait que aujourd'hui, si tu décides de surpayer, tu repars dans un projet comme celui qui était au PSG avant. Dans le sens où, en fait, avant, on avait assurément beaucoup plus de talent et à la finition, on était beaucoup mieux. Mais on avait une ligne d'attaque qui nous prenait plus de la moitié, voire les 3/4 de notre masse salariale. Ce qui faisait qu'on était complètement bloqué et qu'on avait une équipe ultra hétérogène avec des talents immenses en attaque. Mais au milieu de terrain, voilà, on alignait des Gueye, Herrera et tout ça. Donc là, l'effectif est beaucoup plus homogène. On a plus de marge de manœuvre. Et il faut aussi, voilà, se rappeler que le fair play financier qui est fixé sur la masse salariale et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué et que sur le marché des transferts, voilà, les joueurs référencés, top joueurs, aujourd'hui c'est très compliqué à faire partir, voilà, à bouger. Donc là-dessus, on est encore sur un profil de jeunes. Il a aussi précisé qu'il préfère recruter des jeunes plutôt que des vieux briscards, Luis Enrique, parce que ça coûte moins cher. Ça, j'en suis pas sûr, parce que les vieux, tu peux faire des transferts gratuits. Mais dans tous les cas, je suis d'accord pour recruter des jeunes plutôt que des vieux, bien sûr. Dans une certaine mesure. Je pense que cet effectif manque quand même de cadre. Voilà. Mais ce petit Kenda me plaît vraiment. Et s'inscrit du coup dans ce que Luis Enrique nous disait la semaine dernière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, alors, on va faire une petite pause jusqu'à vendredi, là, des vidéos. Voilà, on se retrouvera pour l'avant-match, bien sûr, de PSG Lens. Allez, très bonne semaine à tous, profitez bien. Il y en a sûrement qui sont en vacances, donc régalez-vous comme moi. Je vais partir quelques jours un petit peu. Voilà. Les amis, ciao.